Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, le grand oral du président français en Afrique devant un millier d'étudiants burkinabés. Peu protocolaire, Emmanuel Macron a-t-il séduit ou choqué le continent? A-t-il désarmé le ressentiment anti-français qui monte? S'est-il affranchi de la relation héritée du passé colonial? Emmanuel Macron a ensuite participé au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Les dirigeants ont-ils été à la hauteur du choc ressenti suite à la diffusion d'images de marché aux esclaves en Libye? C'est un Justin Trudeau en larmes qui a présenté des excuses pour les discriminations contre la communauté LGBTQ2, la reconnaissance des erreurs du passé, l'un des chevaux de bataille du Premier ministre canadien. Est-il trop dans la contrition et comment réparer l'histoire? Le pape en Birmanie et au Bangladesh, voyage dominé par la tragédie des Rohingyas, confronté à un nationalisme religieux virulent. La Birmanie a-t-elle vu d'un bon œil cette visite du chef de l'Église catholique? Le souverain pontife a-t-il été entendu? Le Bangladesh peut-il faire face à l'une des plus graves crises humanitaires de ce début du XXIe siècle? Pour commenter, décrypter, analyser cette actualité très riche, voici tout de suite nos kiosqueurs. Louis Comayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Vous avez suivi cette semaine la visite d'Emmanuel Macron en Afrique, tout comme Claude Guibal. Bonjour, grand reporter au service étranger de la radio France Inter, après avoir été la correspondante de plusieurs médias français pendant une dizaine d'années en Égypte, puis en charge du service international à France Culture. Enfin, Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles, en Asie du Sud-Est. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata. Vous étiez, vous, en Centrafrique cette semaine. Bonjour à vous trois. Merci d'être ici en plateau pour commenter cette actualité. Vous le savez, vous pouvez faire de même depuis chez vous. Vous nous faites part de vos commentaires, de vos questions sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque, ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend. Le président français était donc en tournée en Afrique cette semaine. Emmanuel Macron a commencé par le Burkina Faso. Il a donné un grand discours à l'université de Ouagadougou, classique jusque-là. Mais il s'est ensuite livré à un jeu de questions-réponses électriques avec les étudiants. Morceau choisi. Excellence, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue avec un pincement de cœur. Saviez-vous qui a construit l'amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui? Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité? Ma dernière phrase est la suivante. Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zagtoulou, allons-nous profiter de cette climatisation? Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Le sujet, c'est le franc CFA. Quand le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français, pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui, on sait, porte toujours la marque de la colonisation. Je vais répondre très précisément à la question, parce qu'il ne faut pas avoir des discours simplistes sur des questions compliquées. Et il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai peur de rien. Je ne serai pas devant vous sinon. La France oblige les pays, nos pays, les pays de zone CFA, à remettre 50% de leurs réserves d'échange au Trésor public français en termes de conditions pour que les CFA fonctionnent. Pourquoi? Si ce n'est pas de l'impérialisme, ça c'est quoi alors? Ok, j'ai une deuxième question. Ah non, non, t'en as qu'une, parce que là, attends... non. Selon une publication... La démocratie. Ça, c'est de l'impérialisme pour moi. Une question. Mais non, c'était une question, je vais répondre. Alors Louis, Claude, vous étiez les deux dans cette salle, vous avez assisté à cet échange. Alors ça a duré une cinquantaine de minutes, évidemment, là on vous a montré un montage pour donner un petit peu cette ambiance. Est-ce que c'était en effet très chaud? Et je ne parle pas de la température de la salle qui a fait beaucoup parler. Claude, vous parlez de la climatisation. De l'ambiance, de la climatisation, mais de l'ambiance entre... Oui, cette ambiance. Alors déjà, vous dites effectivement que ce question-réponse a duré 50 minutes. Auparavant, il y a déjà eu 1h30 de discours d'Emmanuel Macron, ce discours est aussi beaucoup interrompu par des applaudissements,
applaudissements, des rires, etc. Et avant qu'Emmanuel Macron arrive, la salle était déjà très très chauffée. On entendait fréquemment des chants à la gloire de Thomas Sankara et compagnie. Donc quand Emmanuel Macron est arrivé, effectivement, c'était devant un amphithéâtre chauffé à blanc, tout à fait curieux en fait d'entendre et de voir s'il y avait enfin une rupture avec la France-Afrique. Alors ça, c'est la question qu'on va se poser ensuite, mais pour rester sur ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que les étudiants étaient prêts à en découdre et que Emmanuel Macron aime bien ça par ailleurs? Ce qui s'est passé, c'est que la veille déjà, le décor avait été planté. Il y a une rue, un boulevard précisément, qui porte le nom de Charles de Gaulle. Ce boulevard a été débaptisé, puis rebaptisé Thomas Sankara. Donc ça vous plante le décor. Bienvenue au pays des hommes intègres. La deuxième chose, c'est que quand le président Macron est allé à l'université Joseph Kizerbo, dans l'amphithéâtre principal, on s'attendait à un ring. Il s'attendait à un ring. Et je pense que tous les services qui ont été associés à cette visite ont fait un très long travail en préambule pour rencontrer à la fois la société civile, les étudiants à l'université, les enseignants et toutes les personnes qui pouvaient être utiles dans la compréhension générale. Je pense que le Conseil aussi présidentiel pour l'Afrique a joué un rôle très important dans la préparation. Quand il cite les soleils des indépendances, c'est pas gratuit. Donc tout cela participe d'une démarche de préparation très suivie. On est d'accord, c'est un moment important qui s'est C'est passé un là. moment capital parce que là, s'il a choisi le Burkina Faso et non pas la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est pour des raisons bien précises. La jeunesse du Burkina a réussi ce que, dans les pays francophones, aucune autre jeunesse n'avait réussi jusqu'ici. Et donc, c'est pour saluer le courage de cette jeunesse qu'Emmanuel Macron est allé au Burkina Faso. Vous, Richard, vous étiez, je le disais tout à l'heure, en République centrafricaine cette semaine. Est-ce que ce discours a été très observé depuis là-bas? Comment il a été reçu? Ou est-ce que ça n'a pas intéressé grand monde? Alors, il se trouve que moi, j'ai choisi d'aller le voir à l'université de Bangui, un des rares postes de télévision qui fonctionne à l'université de Bangui, qui est extrêmement démuni de moyens. Et il y avait une cinquantaine d'étudiants qui regardaient le discours. Et je dois dire que, vu de l'extérieur, n'ayant pas connaissance de toutes ces anecdotes que vous citez, c'était un discours et une rencontre extrêmement forte. C'est clair que la manière dont les étudiants ont pu s'exprimer, avec leur côté gauche mal préparé, trop long, etc., la manière dont Emmanuel Macron a choisi de leur répondre tout à fait directement jusqu'à employer le tutoiement, dans l'assistance, tout le monde était scotché à l'écran et tout le monde trouvait ça nouveau. C'était une rupture qui était bien accueillie. Sur le Donc il a fond, plutôt séduit que choqué? alors, il a plutôt séduit. Il a séduit et choqué, et il a séduit parce qu'il a choqué. C'est-à-dire cette volonté de s'affranchir des codes, de parler directement, au fond, comme un grand frère, c'est ce que m'a dit un étudiant, comme un grand frère le ferait d'étudiants plus jeunes. Pourtant, les étudiants, et on le voyait dans le montage, ont pointé du doigt des problématiques récurrentes dans ce rapport entre l'Afrique et la France. Le pillage, comme ils l'entendent, des ressources naturelles par les grandes entreprises françaises, la présence militaire de Paris, le maintien du franc CFA, qui est vécu comme une monnaie coloniale. Donc ils avaient des choses à dire. Ils avaient des choses à dire, mais comme Louis l'a dit, la visite d'Emmanuel Macron et ce discours et ces questions-réponses avaient été extrêmement préparés. Moi, j'ai vraiment été frappée par la façon dont Emmanuel Macron a répondu, avec des éléments de langage la veille, j'avais interviewé des jeunes burkinabés très hostiles à la visite d'Emmanuel Macron et j'aurais pu faire des copier-coller de ce qu'ils m'ont dit, qu'on a retrouvé dans le discours d'Emmanuel Macron. On sait que ce Conseil présidentiel pour l'Afrique dont il s'est doté en juillet dernier, ce sont des franco-béninois, des franco-sénégalais, des Kenyans qui sont là pour donner à l'Élysée la vision africaine de la France. Et ça a été extrêmement bien, j'allais dire, intégré par Emmanuel Macron qui, du coup, je pense que aucune des questions qui lui ont été posées ne l'a déstabilisé. Et du coup, il était extrêmement à l'aise, comme il sait l'être, dans le face-à-face j'allais dire presque dans le corps à corps. C'est le moment où il est le plus à l'aise. Et là, on sentait sur cette estrade où il jouait entre le grand frère un peu sympa et le prof chahuté en même temps. Il était entre deux personnages comme ça, mais il était totalement dans son élément, presque jusqu'à une certaine forme d'ivresse. Sur le fond quand même, parce que les éléments que je citais qui sont des critiques qui sont faites à l'égard de la France, il y a un ressentiment anti-français qui monte en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il a désarmé ce sentiment-là? Est-ce qu'il s'en est bien sorti? Ou est-ce qu'au contraire, comme on peut le reprocher aujourd'hui à la France, il est resté dans un style un peu néocolonialiste? Non, il n'y a pas de ressentiment anti-français.
ce qui est critiqué ici, c'est la manière dont la France a pratiqué sa politique en direction de l'Afrique. Et le premier changement que l'on note avec Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se contente pas de parler à ses pairs. Il est venu au Burkina, il ne s'est pas contenté d'aller au palais de Costiam pour rencontrer le président de la République. Il est allé à l'université. C'est la première fois que ça arrive dans une visite officielle. Et donc ça, il faut déjà le saluer. Et je pense que les étudiants l'ont apprécié à sa juste valeur. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que d'accord ou pas d'accord, 75 ans avec la même monnaie, née en période coloniale, c'est du colonialisme, c'est de l'impérialisme. Les questions ont été très mal posées, elles ont été très mal préparées, elles étaient bourrées de complexes de la part des étudiants qui sont venus en découdre avec une puissance coloniale. C'est des néo-complexés qui aujourd'hui ont peur de la rechute, mais qui ont rechuté. Et donc, le problème, il est là. En revanche, ce que je dois dire par rapport à cela, c'est que les interrogations qui ont été soulevées ici et là pendant cette visite méritent d'être étudiées par les Africains eux-mêmes. Parce qu'à plusieurs reprises, le président Macron a renvoyé la balle à son hôte, au président Roch-Marc Christian Kaboré, mais il a également renvoyé la balle à tous les présidents d'Afrique francophone. C'est à eux aujourd'hui d'animer ces discussions-là, de leur donner du sens, de leur donner une issue qui fasse que leur jeunesse ait confiance en eux. Parce que quand ils partent, ces jeunes, ils vont pas n'importe où. La plupart du temps, ils choisissent la France pour une raison simple. C'est que culturellement, ils se sentent plus proches de la France que de n'importe quel autre pays au monde. Et donc, avec ça, on peut pas dire qu'il y a un sentiment anti-français. Non, on condamne certaines pratiques, mais on reste lucide sur le fait qu'avec la France, il y a des liens historiques très forts qui ne partiront pas de Mais des critiques qui sont de plus en plus fortes, et notamment dans cette nouvelle génération. Oui, alors, il se trouve que moi, j'étais à Bangui, en République centrafricaine, qui est un pays qui attend tout de la communauté internationale aujourd'hui et qui attend énormément, y compris de la France. Donc, le débat à Bangui aujourd'hui n'est pas d'être pour ou contre le franc CFA, c'est simplement que le pays arrive à survivre et à surmonter la crise terrible qu'il traverse. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, j'ai regardé ce discours de Macron aussi en me rappelant qu'il n'est jamais aussi fort que quand il est dans le rôle de l'enseignant. C'est ce qu'il sait très bien faire. Il l'a toujours bien fait pendant la campagne présidentielle française. Donc ça, il maîtrise l'exercice. Alors j'avoue que je ne savais pas que tout avait été chorégraphié à ce point. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne le voyais pas. Ça ne se voyait pas à l'écran. Et on n'avait pas l'impression que tout avait été préparé, mâché, organisé, etc. Donc franchement, d'un point de vue politique, la prestation, chapeau. Parce que ça ne se voyait pas, ça apparaissait absolument improvisé et naturel. Et sur le franc CFA, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que le débat, comme le dit Louis, est absolument essentiel, il faut l'avoir, mais les questions sont mal posées et mal amenées. Donc là encore, il est sur son terrain, il connaît les questions financières et il est très facile de répondre que voilà, c'est pas comme ça que ça se passe et qu'il y a des raisons économiques aux reproches qui lui sont faits. L'Élysée avait fait savoir en amont que le président voulait tordre le cou au fantôme de la France-Afrique, reposer les bases d'une relation avec ce continent. Est-ce que là, le fait qu'il soit plus jeune que les présidents précédents français, mais plus jeune aussi que ses interlocuteurs africains, est-ce que là, effectivement, ça lui permet d'y arriver? Est-ce qu'il y a une vraie rupture à ce niveau-là? En tout cas, il y a une rupture de forme, c'est évident. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas arrêté de marteler. Je ne sais pas combien de fois il a dit le mot génération, prononcé le mot génération pendant son discours. Et ce qu'il a dit aux jeunes qui étaient là, grosso modo, c'est vous et vous, c'est moi. On est de la même génération, on est d'une génération qui n'a pas connu l'Afrique coloniale, on est d'une génération qui a vibré ensemble à la victoire de Mandela. Bref, on a plus en commun, c'était un peu ça de son discours, on a plus en commun, vous et moi, que les vieux fantômes du passé. Donc maintenant, allez, ces vieux fantômes-là, on les met derrière et on avance. La question, c'est comment on avance, parce que malgré tout, il reste des réalités politiques, des réalités économiques, des réalités, j'allais dire, d'ordre scolaire aussi, les visas, les bourses d'études. Donc, pour l'instant, le discours, effectivement, était et cette façon d'aborder l'Afrique était nouvelle. C'est sûr que c'est une rupture importante, mais il est beaucoup trop tôt pour juger, parce qu'il va falloir maintenant juger sur des actes réels. Alors, il a eu des, j'allais dire, des annonces symboliques, que ce soit, par exemple, la déclassification des archives concernant la mort de Thomas Sankara, mais aussi la restitution d'œuvres d'art à l'Afrique. Enfin, tout ça, c'est des choses symboliques. Renvoyer aussi l'Afrique à ses responsabilités et parler toujours de responsabilités partagées, de se dégager un petit peu de ce poids colonial qui ne veut plus endosser comme avant, c'est bien, mais voyons voir. Attendons. Parce que quand il dit que c'est la fin, la France-Afrique c'est terminé, comme ses prédécesseurs, il a dit aussi que la France n'a pas de politique africaine. Ça, c'est un peu plus inquiétant. C'est très contradictoire. C'est pas inquiétant, c'est contradictoire. Parce que dans le même temps qu'il nous dit que la France n'a pas de politique vers l'Afrique,
il a quand même ce conseil présidentiel pour l'Afrique qu'il a créé et qui travaille dans ce sens. Il a des ambassades de France, il a un conseiller à l'Élysée qui s'occupe de la diplomatie et notamment des relations diplomatiques avec l'Afrique. Donc c'est plutôt contradictoire, mais à côté de cela, ce que l'on attend du président Macron, c'est qu'il soit... Il est passé du rôle du jeune candidat à celui de jeune président. Je ne veux pas dire qu'il apprend le métier, mais il est encore au début. Il est au début et on en attend beaucoup. Faut pas trop charger l'âne non plus. La grande question, c'est que on a eu un président au Burkina Faso qui avait à peu près le même âge, nettement moins d'ailleurs, qui s'appelait Thomas Sankara et qui est parti à peu près sur la même dynamique. En face, il avait un François Mitterrand lourd avec son fils qui était son conseiller pour l'Afrique et qui n'y comprenait pas grand-chose. Là, on est dans une inversion totale de génération, où c'est en France que c'est jeune et en Afrique que c'est très vieux. Richard, pour conclure, quoi de neuf sur le fond aussi? Alors, d'autant que ces jeunes Africains, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils voient? Parce qu'ils regardent le discours de Macron. Ceux qui avaient la chance d'y assister dans l'amphithéâtre à Ouagadougou l'ont entendu en direct. Mais sur le terrain, une fois qu'il est rentré à Paris, qu'est-ce qu'ils voient? C'est beaucoup d'anciens militaires français qui travaillent dans le cadre de sociétés privées. On était avec Louis au Forum de la sécurité de Dakar 2 semaines plus tôt. Moi, j'ai été frappé. Si vous faisiez la liste des képis en uniforme et des képis sans uniforme, mais qui travaillent pour le compte des grandes sociétés françaises, donc ça veut dire que cette France-Afrique, au niveau, je dirais, du tissu économique, elle est extrêmement présente. La question est de savoir, est-ce qu'Emmanuel Macron va arriver à la contrôler? Au fond, on pourrait parler de complexe militaro-financier africain, en quelque sorte. Oui. Est-ce qu'il va réussir à le museler avec son conseil, ou est-ce que finalement, il est plutôt, je dirais, dans les effets d'annonce, même aussi positifs soient-ils? Et question qui s'est posée aussi lors de sa deuxième étape, pas que pour lui, d'ailleurs, deuxième étape où vous l'avez suivi, Claude, puisque la tournée africaine l'a emmené ensuite au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement se sont vus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le scandale international né de la diffusion d'images de marché aux esclaves en Libye s'est imposé comme le thème majeur de ce grand rendez-vous. Le sommet accouche donc de grandes manœuvres à venir. Ce sont des promesses qu'ont avancées les chefs d'État à l'issue des rencontres. Mais décidément, ces images du reportage de CNN sur la vente d'Africains en Libye ont clairement poussé à la réaction. Première urgence, l'évacuation des plus vulnérables. Nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rapatrier le plus rapidement possible les 3800 qui sont sur la route de l'aéroport. 3800 évacuations dans quelques jours ou quelques semaines, mais il reste plusieurs dizaines de milliers d'Africains coincés en Libye. Deuxième annonce, l'envoi d'une task force policière sur le terrain, européenne et africaine, à laquelle s'ajouterait le gel des avoirs et les sanctions financières des trafiquants connus. Pour arrêter ces phénomènes, il faut naturellement remonter à ces filières, remonter à leurs sources de financement, et je crois que cela nécessite la coopération de tous les États du monde. Pour boucler la boucle, les dirigeants européens et africains veulent poursuivre ce qu'ils appellent l'aide au retour. Ici, des Camerounais sont revenus au pays avec un peu plus d'une centaine de dollars chacun pour les aider à la réinstallation et les aider à oublier. Enfin, la communication dissuasive auprès des candidats au départ doit être renforcée. Il faut aussi promouvoir une éducation de qualité. Il faut rendre la croissance économique efficace pour les peuples. Il faut reconstruire l'État libyen. Bref, des annonces, des projets, il ne reste qu'à attendre les faits. Évacuer, aider au retour, dissuader, coopérer. Les images de ces marchés aux esclaves en Libye ont été un véritable choc sur le continent africain. Est-ce que ce sommet était à la hauteur, Louis? Non, malheureusement. Il n'a pas été à la hauteur. D'abord parce que les dirigeants ont traité de cette situation humanitaire grave, très grave, comme s'il s'agissait de s'acheter une paire de chaussures ou de remplacer une paire de lunettes qui ne convient plus. Nous sommes devant un drame humain. Nous le savions déjà, mais nous n'avions pas de preuves avec des images pour en témoigner. Là, on les a grâce à CNN. Qu'est-ce qu'on a comme réaction? Ils nous parlent de rappeler leurs ambassadeurs, ils nous parlent de convoyer les gens vers leur pays, de 150 € qui leur seront remis. Vous imaginez que chacune de ces personnes a dépensé au minimum 4 000 € pour arriver jusque-là et que vous lui remettez 150 $ pour rentrer au point de départ, c'est-à-dire lui notifier que non seulement il a échoué, mais qu'il rentrera avec la honte d'avoir moins d'argent que ce qu'il a utilisé pour partir. C'est très grave. Allez-y. C'est d'autant plus grave que
quand on doit combattre un phénomène comme celui-là, il ne concerne pas un seul pays. Il concerne certes la Libye, mais il concerne aussi le Maroc, il concerne la Tunisie, il concerne l'Algérie, qui n'a pas été citée du tout pendant cette opération, pendant ce sommet. Et je pense qu'il faut être réaliste quelque part. Si on a mal fait avec l'intervention en Libye, ayons au moins le courage et la lucidité de rectifier le tir. Et je ne pense pas qu'on a essayé de rectifier le tir lors de ce sommet. Claude, vous y étiez, vous, à ce sommet. Quelle était l'ambiance ? Écoutez, moi j'ai trouvé que ce sommet était complètement surréaliste, en décalage complet. Il y avait 85 pays, enfin 85 dirigeants qui étaient réunis pour un sommet qui a coûté un argent dingue, hein, entre 20 et 25 millions d'euros, quand on sait que par exemple un des objectifs d'Emmanuel Macron était par exemple d'obtenir des financements pour financer la force du G5 Sahel, qui peine à trouver 240 millions d'euros pour se financer, alors que là on a dépensé 10% de ce budget pour 2 jours, qui n'ont pas été extrêmement efficaces. Avec, comme pour faire des constats qui sont effectivement ce constat complètement abominable de ce qui se passe sur la traite humaine aujourd'hui, et avec effectivement des grandes déclarations de principe, ces offres au retour qui restent quand même... Comment garantir la réinsertion des gens qu'on veut ramener dans leur pays, une réinsertion qui soit positive. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup choqué, c'est ils ont beaucoup insisté, par exemple, sur la nécessité d'avoir un discours très dur sur la migration, une communication très dure sur la migration et les risques, comme si les Africains eux-mêmes n'en étaient pas conscients. Moi, j'ai rencontré ce jeune homme il y a 2 jours sur une plage au Ghana, qui dormait au Ghana, qui venait du Niger, et qui me disait, mais moi, de toute façon, je vais partir vers l'Europe, je vais partir. Je partirai pas par la Libye, parce que tous ceux qui sont partis par la Libye sont morts, mais je partirai vers l'Europe. Ça n'a rien changé au problème. Est-ce que quand même, malgré tout, on n'a pas acté, en tout cas dans les mots, ce qui se passe là-bas? Parce qu'on parle souvent de l'Europe qui ne veut pas des migrants. La réalité, c'est qu'en Afrique, les pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas tellement envie de les voir arriver non plus chez eux, les hotspots, etc. Mais dans le même temps, Sylvia, le problème, c'est que ces pays, qu'ils condamnent ou qu'ils ne condamnent pas les départs de leurs jeunes, dépendent un peu de ces migrants-là. C'est-à-dire que quand vous avez des transferts de fonds qui sont effectués par les migrants à l'extérieur, qui pèsent nettement plus lourd que l'aide publique au développement multilatérale et bilatérale, on est très mal placé pour dire « renvoyez-nous ces gens ». C'est très compliqué d'agir ainsi. De l'autre côté, que vous montiez des barrières, que vous disiez que vous allez fixer, que vous fassiez tout ce que vous voulez, quand on est dans le désespoir et que la seule voie qui reste, c'est celle du départ, vous mettrez tous les militaires que vous voulez, les gens partiront. Ça s'est vu avec le mur de Berlin il y a très longtemps. Ça se voit aujourd'hui en Corée du Nord avec les militaires. Ce sont les militaires qui s'enfuient maintenant. Donc, ce n'est pas avec la solution de la force qu'on y arrivera. Richard. Oui, 2 remarques. La première, c'est que je me demande si on n'a pas assisté à la fin de ce mythe Union européenne-Afrique. On voit bien que le dialogue entre l'UE d'un côté et l'Union africaine, ça ne marche pas. Toute une partie de pays de l'Union européenne ne s'intéresse pas à l'Afrique. Ça ne les intéresse pas. Ils sont là par quasi-obligation. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien envie de dire. Et donc, je pense que là, véritablement, il faut réfléchir à un autre format, peut-être entre des pays plus motivés, sur des sujets plus restreints, pour des sommets qui coûteront beaucoup moins cher. La deuxième chose, c'est que le silence, quand même, ou en tout cas c'est ce qu'il m'a semblé, regardant tout cela de l'extérieur, le silence des dirigeants européens en général. C'est-à-dire que ce n'est qu'une... Alors, tout à l'heure, on plaisantait peut-être du côté un peu trop officiel, langue de bois, de la déclaration d'Alpha Condé, mais où sont les déclarations des dirigeants européens? Donc, il y a véritablement quelque chose qui ne fonctionne plus. La question de la migration empoisonne complètement ces relations entre l'Union européenne et l'Afrique, parce qu'on ne se dit pas les choses, parce qu'on ne les vit pas de la même manière du tout, tout ce que Louis a évoqué. Et donc, moi, ma question derrière, c'est est-ce que ce genre de sommet, finalement, est utile ou pas? Et ce sommet-là, j'ai quand même l'impression qu'il a été très largement inutile. Je vais rebondir sur votre premier point, sur votre première remarque, puisque l'accord de Cotonou arrive à son terme dans 2 ans. Ça fait 20 ans qu'il régit les relations entre l'Europe et l'Afrique. On y arrive. Est-ce que déjà, on a l'impression que ces relations se redéfinissent? Est-ce que c'est un peu en train de bouger? Ou est-ce qu'on va repartir comme en 40? Non, on va partir très mal. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est quoi? C'est que l'Europe est en train de négocier des accords avec l'Union africaine qui feront que toutes les barrières douanières qui permettaient aux pays africains de sécuriser, de protéger leurs tissus industriels, agro-industriels et économiques de façon générale seront
cassées. Ces barrières-là n'existeront plus pour les produits européens. Et donc, ça signifiera quoi? Non seulement les agriculteurs africains ne peuvent pas tenir la concurrence avec ceux de l'Union européenne parce qu'ils sont sponsorisés, mais en plus, ils seront inondés de produits qui viendront d'Europe, qui ne seront pas vendus au même prix, seront vendus au moins 4 fois moins cher qu'au niveau de l'Union africaine. Et donc, forcément, ça va finir de tuer les tissus agro-industriels qui se mettaient sur place en Afrique. Ça, c'est le premier constat. Ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas du tout parlé. La deuxième chose, c'est qu'on avait fait un sommet pour parler à la jeunesse africaine. Un peu comme Macron qui est parti au Burkina, pas pour parler de politique africaine, mais pour parler à la jeunesse. Finalement, on a réduit la jeunesse africaine à la jeunesse qui part du continent. Cette manière de phagocyter, de vampiriser les sujets importants devient insupportable. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'actualité pour dire il n'y a pas d'autres problèmes de la jeunesse africaine que ceux de l'immigration. Le thème du sommet, c'était en effet investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Là-dessus, est-ce qu'il y a eu des réponses apportées? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Il y a quelque chose aussi, on s'est adressé effectivement à la jeunesse qui part et on s'est aussi adressé à la jeunesse urbaine africaine. Et je pense qu'on a oublié des pans entiers de l'Afrique, qui est l'Afrique agricole. On est dans une vision de l'Afrique qui est, je ne vais pas dire fantasmée, mais qui est très, 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 très réductrice quand même sur la façon dont on s'y adresse. Ça pose question. On a beaucoup parlé d'investissement, de vendre des modèles, de start-up, de numérique, etc. Ce qui est effectivement ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas oublier que l'Afrique, aujourd'hui, c'est 70% de la population qui a moins de 25 ans. C'est quasiment un demi-milliard de personnes qui vont arriver sur le marché de l'emploi d'ici 2050. Comment on va faire pour créer cet emploi en Afrique, pour répondre aux besoins de cette jeunesse? C'est là où l'Union européenne devrait se poser des questions aussi face à la crise migratoire. C'est comment, ces 450 000 jeunes Africains qui vont chercher du travail dans les 20 ans qui viennent, ils vont aller où? Ils vont le trouver où, ce travail? D'un mot pour conclure, Richard. Oui, un seul chiffre qui m'a marqué, c'était encore une fois au sommet Dakar où nous étions ensemble avec Louis, la seule population riveraine du lac Tchad, le lac Tchad étant l'épicentre de nombreux problèmes aujourd'hui, Boko Haram ou autres. Elle est actuellement de 80 millions d'habitants. Dans 20 ans seulement, ce sera le double, 160 millions. Comment voulez-vous que dans ces conditions, les discours sur l'émigration et la migration tenus par l'Union européenne fonctionnent? La réalité dépasse de loin les discours et les moyens mis en œuvre et ça ne va pas cesser d'être le cas dans les années à venir. Et 2 ans donc pour revoir cet accord de Cotonou, voir comment vont se redéfinir ces rapports, ces relations entre ces deux continents, ces deux unions. Je vous propose maintenant d'accueillir avec nous, oui elle est là, elle est avec nous, on accueille Alexandra Chaska qui est avec nous depuis Montréal. Alexandra, vous êtes journaliste, grand reporter à la télévision canadienne Radio-Canada. Merci d'être avec nous. Alexandra, avec vous, on va parler de ce discours au Parlement du Premier ministre canadien. Mardi, Justin Trudeau s'est excusé pour les discriminations contre la communauté LGBTQ2. Il s'est encore excusé, ironisent certains. En 2 ans au pouvoir, vous allez voir, ce n'est pas la première fois. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour nous rappeler qu'ensemble, nous pouvons et nous devons mieux faire. Pour l'oppression des communautés lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et bispiritualité, nous nous excusons. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de reconnaître une erreur historique. Aujourd'hui, je me tiens humblement devant vous pour présenter des excuses attendues depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis parmi vous pour présenter des excuses au nom du gouvernement canadien pour notre rôle dans l'incident du Komagata-Maru. Excuses donc pour le refoulement d'immigrants indiens à bord du Komagata-Maru en 1914. Excuses, on l'entendait, pour les pensionnats autochtones de Terre-Neuve. Excuses à la communauté LGBTQ2. Et puis excuses à venir pour le refoulement de réfugiés juifs en 1939. C'est les prochaines excuses qui sont déjà plus ou moins prévues. Alexandra, est-ce que Justin Trudeau s'excuse trop? Est-ce qu'il s'excuse plus que d'autres?
Mais écoutez, c'est difficile à dire. Oui, il s'excuse plus que d'autres par rapport aux autres premiers ministres canadiens. On se souviendra des excuses de l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper qui s'est excusé pour les sévices qu'ont subis 150 000 enfants autochtones dans les pensionnats autochtones, des enfants qui ont été enlevés de force de leur famille pour être mis dans des pensionnats chrétiens et acculturés, ni plus ni moins. Alors, des excuses aussi qui... Mais bon, c'était une fois. Et d'ailleurs, il y a tout un groupe qui a été exclu de ces excuses pour lesquelles Justin Trudeau s'est excusé. Ce qui est intéressant ici à voir, c'est que le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, en 1984, avait déjà dit, lui qui a décriminalisé l'homosexualité d'ailleurs, donc on voit tout un schéma ici, qui avait dit en 1984, on ne peut pas s'excuser pour des erreurs commises par d'autres dans le passé. Alors, bon, je ne veux pas psychologiser à outrance, mais il y a quand même quelque chose ici de la révolte du fils qui doit se faire un prénom, qui s'est déjà fait un prénom, il faut le dire, mais quand même, il va directement contre l'opinion et la volonté de son père. Alors, effectivement, beaucoup d'excuses, et surtout dans un court laps de temps, parce que ça ne fait que 2 ans qu'il est au pouvoir, et ça a été... assez critiqué ici, mais peut-être plus sur la forme que sur le fond. Les députés conservateurs, dont le parti d'opposition, plusieurs ne se sont pas présentés au Parlement pour ce discours, et ceux qui étaient là, plusieurs ne se sont pas levés pour applaudir, comme l'ont fait les députés libéraux. Alors, beaucoup de gens dans la presse aussi, les commentateurs, ont critiqué le fait que Justin Trudeau a pleuré, encore une fois, parce qu'il pleure beaucoup, il a pleuré dans différentes occasions, non seulement à l'occasion des nombreuses excuses. On va faire réagir sur ces plans. On va vous faire réagir, Claude, puisque Barack Obama était de passage à Paris hier samedi. Vous y étiez. On a beaucoup reproché à Barack Obama, en tout cas, on a beaucoup commenté le fait qu'il pleurait quand il était président. C'est un problème, un président ou un chef de gouvernement qui pleure? J'allais dire, c'est le machisme ambiant. Hein. Quand quelqu'un pleure, on trouve que c'est des manières de femme. Donc, quelque part, ça délégitime ces larmes. Je pense que ce pourquoi Justin Trudeau pleure, ce sont quand même des faits très, très graves. Si on regarde les faits simplement, l'humiliation, les vies détruites, les faits sont terribles. Après, il y a la forme, effectivement. Aujourd'hui, on est dans un monde et effectivement, Barack Obama a aussi porté ça, un monde de l'émotion, avec l'émotion portée devant. Justin Trudeau, visiblement, a la larme facile. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce phénomène de repentance et par rapport au passé. On l'a vu aussi avec Emmanuel Macron ces jours-ci en Afrique. Cette façon de régler politiquement des comptes en utilisant le passé et en faisant du présent, un présent plus moral, finalement, un présent supérieur moralement à tout ce qui s'est produit auparavant. C'est un petit peu oublié aussi, eh bien, justement, les réalités du présent. Enfin, Justin Trudeau, je crois, a pleuré sur les réfugiés syriens. Je ne crois pas que ça ait eu une politique particulièrement plus active du Canada sur l'accueil des réfugiés syriens, donc au-delà des larmes et des effets d'annonce. Donc il y a cette dans cette utilisation aussi de l'émotion, on règle des comptes à bon compte aussi. Alors Alexandra, le Premier ministre a fait de la reconnaissance des erreurs du passé l'un de ses chevaux de bataille. C'est noble, mais parce que ça fait aussi partie des petites critiques à son encontre cette semaine, est-ce qu'il est trop tourné vers le passé ? Oui, certainement, il est beaucoup tourné vers le passé. Il veut régler les comptes avec ses prédécesseurs, ou enfin avec l'histoire canadienne. Il faut dire que l'histoire canadienne est surtout par rapport aux Autochtones, particulièrement un peu glorieuse. On a vraiment essayé d'effacer de l'histoire ces peuples qui étaient ici avant que la colonie de peuplement qui s'appelle aujourd'hui le Canada ne s'installe ici. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose on est arrivé là, et je pense que c'est largement accepté par la population et applaudi par la population canadienne. Mais il y a quand même, en même temps, une espèce de supériorité morale qu'on essaye de montrer par rapport au passé sans se resituer dans un contexte qui était quand même très différent. Mais bien sûr,
sûr, quand on parle du MS Saint-Louis, le bateau donc allemand avec 900 Juifs à bord qui a accosté ici en 1939, qui a été refoulé vers l'Europe et dont les passagers, pour la plupart, ont péri ensuite dans l'Holocauste au cours de la Shoah. C'est sûr que ça, c'est une histoire récente pour laquelle on doit faire un examen de l'histoire, un examen de conscience. Donc, je pense que ces excuses sont largement bienvenues, bien qu'il y a des discussions sur le fait, bon, c'était un autre contexte, c'était une autre histoire, c'était tout à fait un autre moment de l'histoire du monde. En plus des excuses, les fonctionnaires et ex-fonctionnaires auprès desquels il s'est excusé cette semaine vont être indemnisés. On parle peut-être d'un montant qui ira jusqu'à 145 millions de dollars. Qui et comment indemniser? Ça, c'est la question qui se pose. Et puis surtout, on se rend compte souvent, et j'ai passé la parole à Richard, on vous retrouve Alexandra tout de suite, souvent c'est la question de l'indemnisation qui empêche les excuses. Oui, évidemment. D'ailleurs, par exemple, la question de l'indemnisation a tout de suite plané au-dessus du commentaire qu'Emmanuel Macron, vous vous souvenez, avait fait pendant la campagne présidentielle en Algérie sur la colonisation, crime de l'humanité. Très rapidement était venu, oui, mais on ne peut pas parler de crime contre l'humanité parce que ça suppose indemnité, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants politiques doivent à la fois affronter et gérer le présent et gérer l'histoire. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Traditionnellement, on exerçait son mandat en gérant le pays dans le présent et en laissant l'histoire aux historiens éventuellement. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, l'histoire, c'est le grand retour de l'histoire dans la vie politique. Elle fait partie quotidienne du mandat des hommes politiques qui sont interpellés sur ce sujet par des minorités qui sont bien sûr représentants des victimes d'hier. Et ça ne va pas cesser. Et ça pose quand même une question, c'est est-ce que les hommes politiques sont préparés à cela? Et moi, j'ai des doutes parce que je pense qu'ils ne sont pas assez préparés à affronter l'histoire. Ils sont toujours trop tentés de l'utiliser à des fins électoralistes. Or, de plus en plus, les minorités qui ont été dans le passé réprimées, violentées, massacrées, vont faire connaître leurs revendications et il faudra les entendre. Louis, est-ce qu'il peut y avoir une reconnaissance d'une injustice sans exigence de réparation? Je pense que c'est très compliqué parce qu'en justice, aujourd'hui, si vous introduisez ce genre de notion, ce sera compliqué. Vous ne mettrez plus personne en prison. On ne purgera plus de peine pour les crimes que l'on a commis. Et le pire dans les situations que l'on a connues là, c'est que c'était basé sur des principes scientifiques. On vous expliquait scientifiquement qu'on a le droit de commettre quelque chose d'abominable. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est pour ça qu'il est généralement préférable, quand ce type d'erreur a été commise, de revenir dessus pour expliquer ce qui s'est passé, s'excuser s'il y a lieu de le faire et réparer. Et c'est ce qu'essaie de faire Alexandra, la commission sur les femmes autochtones. Cette commission était cette semaine au Québec avec à nouveau des témoignages bouleversants. Cette question pose la question de la réparation. Donc on est bien d'accord, ça va au-delà des excuses, au-delà d'une indemnisation. C'est aussi revoir cette histoire, réécrire cette histoire au plus près de ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Je vais y revenir tout de suite, mais je vais juste souligner un petit fait, un fait assez important, que plusieurs de ces excuses et de ces réparations qui vont venir par la suite, ou qui sont venues par la suite, c'est arrivé après des recours collectifs devant les tribunaux. Donc, il ne faut pas sous-estimer non plus la pression que les tribunaux exercent aujourd'hui, en vertu des lois qu'on s'est votées, sur les politiciens. Alors, beaucoup de ces... c'est le cas de la communauté LGBT, les 9000 fonctionnaires et militaires canadiens, donc qui vont être devant lesquels on s'est excusé et qui vont avoir des réparations. Et c'est la même chose pour les pensionnats autochtones. Il y a eu des pressions du côté des tribunaux. Donc ça aussi, c'est pas à négliger. C'est une arme assez importante entre les mains des minorités pour arriver à obtenir réparation. Dans le cas des femmes autochtones et des fillettes disparues et assassinées, donc cette commission qui vraiment nous arrache le cœur jour après jour avec les témoignages. Cette semaine, c'était au Québec, sur la Côte-Nord, au nord de la ville de Québec, donc près de Sept-Îles. La commission s'est arrêtée. Les femmes ont fait des témoignages, mais bouleversants, entre autres sur un prêtre belge qui était missionnaire là-bas, qui a violé la moitié du village des femmes et des fillettes, entre autres au confessionnal.
nationale. Et c'est vraiment des réalités qui étaient complètement enfouies, dont on n'était pas au courant, en tout cas en dehors de ces communautés-là, ou qui étaient même tabous dans ces communautés-là. Donc, c'est important que ces choses-là soient dites. Ça, c'est vraiment la première étape avant les demandes d'excuses et des réparations. Donc, il y a effectivement des comptes à régler avec l'histoire où il y a encore des guérisons qui sont nécessaires aujourd'hui pour des gens qui vivent encore aujourd'hui. Un commentaire sur ce que disait Alexandra là, qui est peut-être le point essentiel, Richard? Oui, la difficulté quand l'histoire ressurgit, c'est que l'histoire est complexe. Et que l'histoire, elle s'est faite à l'époque, dans un présent, dans une situation donnée. Et donc, là où les politiciens, encore une fois, sont extrêmement démunis, c'est qu'eux doivent répondre avec des modalités d'aujourd'hui à des faits qui sont survenus hier. Et est-ce que les modalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire indemnisation, justice devant les tribunaux, sont suffisants? Et là, moi, j'ai une vraie interrogation. Ce qui me frappe, par exemple, c'est que pour l'instant, à ma connaissance, les politiciens ne s'appuient pas assez sur les historiens. Quand ils font ce genre de réponse, il faudrait systématiquement, peut-être dans les grandes démocraties, avoir aujourd'hui des conseils historiques qui revisitent le passé. Ça a été le cas en Suisse. En Suisse, nous l'avons fait notamment sur l'attitude de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un rapport d'une vingtaine de volumes d'une commission d'historiens. Ce sont des travaux extraordinairement salvateurs. Merci. Alors Louis, je vous laisse répondre rapidement. Je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui nous avons ces fameux tribunaux pénaux qui existent et qui font qu'il n'y a plus de crime contre l'humanité qui peut passer impuni. Et quand vous les opposez à l'histoire, notamment l'histoire coloniale, l'histoire esclavagiste et tout le reste, certaines personnes se disent, mais si on peut aujourd'hui corriger cela, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir sur le passé et corriger des fautes ou des erreurs qui sont tout aussi imprescriptibles que ce que l'on nous demande aujourd'hui de réparer? Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression d'un deux poids deux mesures quand on dit qu'on doit s'arrêter uniquement sur le présent ou qu'il faut repartir dans le passé sans faire repentance forcément. Merci beaucoup Louis et merci à vous Alexandra d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. Pour vous, je le rappelle toujours, vous vous levez le dimanche. Pour nous, c'est toujours un grand plaisir. Bon dimanche à vous et à très bientôt. Je vous propose qu'on en vienne maintenant au délicat voyage apostolique de 6 jours du pape François en Birmanie puis au Bangladesh, un voyage dominé par la crise des Rohingyas, cette minorité musulmane qui fuit une épuration ethnique menée par l'armée birmane et trouve refuge au Bangladesh voisin. Les paroles fortes du pape envers les réfugiés ont tranché avec la retenue diplomatique dont il avait fait preuve sur ce sujet lors de son étape birmane. On l'écoute. L'avenir de la Birmanie doit être la paix. Une paix fondée sur le respect de la dignité et des droits de tout membre de la société, sur le respect de tout groupe ethnique et de son identité. Aucun d'entre nous ne peut manquer d'être conscient de la gravité de la situation, de l'immense coût imposé par les souffrances humaines et les conditions de vie précaires de si nombreux de nos frères et sœurs, dont la majorité sont des femmes et des enfants rassemblés dans des camps de réfugiés. Alors, un élément de ce voyage a été beaucoup commenté. Le pape n'a pas prononcé le mot Rohingya qui est tabou quand il était en Birmanie. Il l'a fait ensuite quand il était au Bangladesh. Il s'en est expliqué dans l'avion du retour. Est-ce qu'on peut dire que c'est un compromis diplomatique regrettable ? Non, il n'est pas regrettable. Je pense que le pape n'est pas là pour braquer. C'est pas une autorité politique ordinaire. C'est plus une autorité morale qu'une autorité politique. Et donc, en évitant de cliver, je crois qu'il a joué son rôle de puissance morale. Pourquoi ce mot de Rohingya est tabou en Birmanie Alors, il est tabou parce qu'il y a une grande partie du personnel politique birman qui pense que les Rohingyas ne sont pas birmans et s'appuie sur cette notion pour justifier l'épuration en cours. Mais il ne faut pas oublier quand même que le pape visite la Birmanie, pays où il y a une église catholique. Cette église catholique, elle est composée majoritairement de fidèles des minorités birmanes, et donc à savoir des minorités comme les Karen, les Kachin, qui sont toujours en guerre larvée pour certains avec le régime de Rangoon. Donc il arrive en Birmanie en fait avec deux fardeaux, deux sujets. Il a le sujet de son église catholique et de la défense de la liberté de culte et des minorités catholiques en Birmanie. Il a le sujet des Rohingyas. Et je pense que c'est une raison supplémentaire sans doute pour l'amener au compromis. J'ajoute qu'à ma connaissance, l'église catholique birmane sur le sujet a été très timide et que les évêques catholiques birmans lui ont sûrement
conseillé de ne pas prononcer le mot Rohingya et qu'il est assez logique que le pape en visite dans un pays suive l'avis de son épiscopat. On peut en discuter, mais de sa position, il était logique qu'il suive leur avis. Surtout qu'il a rencontré tout le monde, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il a rencontré y compris les extrémistes bouddhistes sur le terrain. Le fait même que ce soit le patron de l'Église catholique, une minorité, vous le soulignez, en Birmanie, qui viennent appeler au dialogue sur cette question des Rohingyas, c'est un peu gonflé ou est-ce que sa stature le lui permet ? Finalement, c'est toujours le rôle qu'il s'est aussi assigné depuis le début de son règne, de son pontificat, en se présentant comme un homme de dialogue et pas nécessairement comme un homme de rupture. Et c'est là aussi la question qu'il faut se poser par rapport à la Birmanie. On voit bien que la communauté internationale est extrêmement bloquée en ce moment pour savoir quelle position adopter face à la Birmanie. Est-ce qu'il faut l'exclure et se braquer, ou est-ce qu'on fait comme on a fait ces dernières années, parier sur une transition démocratique mais qui s'annonce très très longue, vu l'omnipotence de l'armée au pouvoir en Birmanie? Oui. Non, mais c'est un vieux problème. Et c'est un vieux problème colonial qui ressemble beaucoup à la crise entre Israël et la Palestine. Parce que ce problème, il date du XVIe siècle, où les royaumes entre eux, quand ils vainquaient un adversaire, le prenaient pour augmenter leur population et donc faire en sorte de pouvoir aller vers de nouvelles conquêtes. Et donc tout le monde n'avait pas les mêmes droits. Mais cela ne posait pas de problème tant que les règles qui étaient fixées faisaient que tu es un vassal, tu restes un vassal, on n'a pas besoin de te le dire. Il y a eu la colonisation anglaise qui est passée par là, qui a créé ce fameux fleuve qui fait la frontière entre les deux. Il y a les Japonais qui sont venus derrière, qui ont été utilisés comme un élément pour combattre les Britanniques. Et quand tout cela s'est terminé, on a laissé le statu quo et les anciennes rivalités, les anciennes haines qui étaient déjà injectées entre ces différentes populations ont ressurgi. Donc c'est au moins 5 siècles d'histoire qui sont en train de nous poursuivre. Et malheureusement, nous y répondons mal. Je parlais de la situation entre Israël et la Palestine, mais on pourrait dire la même chose avec le problème aujourd'hui des séparatismes que l'on a en Europe avec l'Italie ou l'Espagne. Et la question est, est-ce qu'il a été entendu? Est-ce que son objectif a été atteint? Je pense que son objectif était politique. Et sûrement... bien sûr, il a eu des discussions à huis clos avec Aung San Suu Kyi, mais son objectif était sans doute de sensibiliser Aung San Suu Kyi, qui est d'une éducation anglo-saxonne, tout à fait européenne, à la nécessité pour elle de peser davantage sur les événements. Mais je voudrais juste rappeler un autre aspect, c'est qu'en Asie du Sud-Est, en l'occurrence en Birmanie, le pape François est sur l'une des rares parties du monde où l'Église catholique n'est pas motrice, elle n'est pas prédominante. Ce sont des pays majoritairement bouddhistes, Birmanie, Cambodge, Thaïlande. Le seul pays de la région où l'Église catholique a cette force motrice, c'est les Philippines. Qui est catholique dans ces pays? C'est avant tout l'élite, et une élite souvent soit issue des minorités, soit chinoise. Donc, vous voyez qu'il marche, je dirais, véritablement sur du verre, en quelque sorte. Il doit être extrêmement prudent, et je crois que la prudence de sa diplomatie s'explique aussi par le contexte géopolitique, parce que ce n'est pas une zone où l'Église catholique peut faire la différence. Son rôle a toujours été d'enseigner aux élites et de parler aux élites, et c'est sans doute ce qu'il a fait. Reste à savoir si Aung San Suu Kyi a entendu le message, et il faut l'espérer. Elle ne bougera pas. Elle a besoin, en tout cas, sans doute dans les mois à venir, de faire des gestes ou de démontrer, si ce n'est sur la question des Rohingyas, mais sur d'autres questions, qu'elle exerce une partie du pouvoir et qu'elle n'est pas simplement une potiche mise là par les militaires. Et il y a donc cette situation humanitaire qui est absolument critique. Il n'y avait pas que le pape au Bangladesh cette semaine pour sensibiliser au sort des Rohingyas. Il y avait aussi la personnalité préférée des Français. L'acteur Omar Sy s'est engagé auprès de la Love Army, on va vous expliquer ce que c'est, pour une campagne sur les réseaux sociaux menée en un temps record. Bonjour à tous, je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'1 million, ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La Love Army a une idée extraordinaire, c'est de faire un live stream. Pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier, toutes les enseignes possibles qui ont envie de faire quelque chose pour eux. On va le faire, soyez avec nous, on a besoin du monde entier. Merci à tous. Alors, en 2 jours, la campagne emmenée par Omar Sy et initiée par la star du net Jérôme Jarre a récolté près d'1,5 million de dollars. Cette mobilisation soulève quand même des interrogations. C'est naïf ou c'est noble? C'est noble.
chaque fois qu'on se soulève, c'est bien. Michael Jackson avait fait son concert pour les enfants d'Éthiopie. On a eu d'autres rencontres de ce type-là avec les Enfoirés en France ou d'autres rencontres de ce type-là. Non, c'est toujours noble d'être sensible à la souffrance du monde et on ne peut pas condamner. Pourtant, il y a des ONG sur place, il y a des pros qui sont là, qui sont sur place, parce qu'après, ça pose la question aussi de l'acheminement de cette aide. C'est assez controversé comme initiative. Oui, évidemment. Je pense que par les professionnels de l'humanitaire doivent peut-être effectivement juger ça vain ou à la limite, ou peut-être même contre-productif effectivement en termes d'acheminement de l'aide. On voit par exemple ce que peut produire le cumul de bons sentiments mélangé à d'autres choses, par exemple dans des pays comme Haïti qui sont des cauchemars humanitaires et ou la République centrafricaine. Ça peut être abominable. Maintenant, moi je suis d'accord avec lui. Est-ce que comme ça, Omar Sy, ceux à qui il s'adresse, c'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup de gens qui ne savent même pas où placer la Birmanie sur une carte. En se rendant sur place au Bangladesh, en attirant l'attention, il met quand même le doigt sur un drame humanitaire catastrophique et amener les gens à regarder hors de leur précaré, comme on pourrait le faire aussi aujourd'hui, par exemple pour la Somalie, où je rappelle que l'attentat qui a eu lieu il y a 3 semaines a fait au bout du compte 512 morts. Ça fait pas de mal. Et ça a le mérite, comme vous le dites, d'attirer l'attention, parce que, je le rappelle, plus de 620 000 Rohingyas sont passés au Bangladesh depuis 3 mois pour fuir ces violences considérées par l'ONU comme une épuration ethnique menée par l'armée birmane. Ils arrivent au Bangladesh. Le Bangladesh qui a signé un accord avec la Birmanie pour que 800 000 Rohingyas puissent rentrer, mais qui en même temps annonce que 70 000 à 100 000 d'entre eux vont être mis sur une île dont on a largement commenté qu'elle est en partie inondée 3 mois dans l'année. Ça veut dire que c'est insoluble et que pour l'instant, leur retour n'est pas proche. Je dirais que c'est la nuance qu'on peut apporter à l'intervention émouvante d'Omar Sy, c'est que le drame des Rohingyas, ce n'est pas une question de reconstruction, ce n'est pas une question humanitaire. C'est fondamentalement une question politique, c'est-à-dire ces gens sont aujourd'hui apatrides. Comment peuvent-ils être admis à la fois par la Birmanie, pays où souvent ils sont nés, donc qui normalement devraient les admettre et devraient accepter de leur octroyer un statut de minorité, ou par le Bangladesh qui n'en veut pas. Et le Bangladesh qui par ailleurs a énormément d'autres soucis, il faut bien le dire, vu que c'est un pays quasiment totalement inondé avec une surpopulation. Donc la seule réticence que j'ai pour ma part, c'est qu'au fond ce mécanisme, c'est un mécanisme purement humanitaire qui dit nous avons besoin de moyens, ces gens ont besoin qu'on les aide. Certes, ils ont besoin qu'on les aide, mais de toute manière, ils ne peuvent pas rester où ils sont et il faut trouver une solution politique. Et donc là, je ne pense malheureusement pas qu'Omar Sy soit en mesure de peser sur le débat politique. Et on va terminer là-dessus avec la semaine de Dilemme, puisque Dilemme revient également sur cette visite du pape en Birmanie et au Bangladesh. Regardez, il appelle les bouddhistes à dépasser l'intolérance, le préjugé et la haine. Vous êtes au-dessus de tout ça, explique François à ce moine en lévitation. Dilemme qui revient également, c'était un autre thème pour nous cette semaine, sur la visite d'Emmanuel Macron au sommet Union africaine-Union européenne. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, se justifie le président français. Seulement la misère africaine, lui répondent et lui demandent ses homologues. La misère, c'est notamment, on en parlait aussi tout à l'heure, les exactions contre les migrants, parfois réduits en esclavage en Libye. Prison à ciel ouvert, on veut la clim. Une allusion bien sûr à ce moment très commenté du face-à-face entre Emmanuel Macron et des étudiants burkinabés. On reconnaît bien là le trait un peu acide parfois de Dilemme. Nouvelle mise en garde internationale à la Syrie sur l'utilisation d'armes chimiques. Je vous assure que c'est sans glyphosate, explique un Bachar al-Assad goguenard, alors que l'Union européenne, on l'a appris cette semaine, vient d'autoriser cet herbicide très controversé pour 5 années supplémentaires. Et enfin, Pyongyang a célébré en grande pompe le tir de son nouveau missile intercontinental. Des milliers de Nord-Coréens ont assisté aux festivités. Comme ici, le dirigeant Kim Jong-un. Donald Trump n'ose pas s'y frotter, le risque de me refiler ses boutons, nous dit Dilemme. Donald Trump qui a eu une semaine par ailleurs assez chargée. On aurait pu en parler cette semaine. Avec le dossier russe. Avec le dossier russe, mais aussi avec peut-être ce qui est sa première grande victoire. Nous y reviendrons certainement bientôt à Donald Trump. Je vous remercie d'être venu en plateau ce dimanche pour commenter l'actualité. Merci à vous qui nous regardez fidèlement dimanche après dimanche sur vos postes de télé, mais aussi sur vos tablettes et sur vos ordinateurs. On vous y retrouve d'ici à dimanche prochain. Vous nous écrivez, on vous répond. Et puis dimanche prochain, on reprend une émission. À bientôt.